pas. Dernière chose, dans les cantines scolaires, comment ça se passe? Tout le monde, là aussi, le groupe... s'adapte, c'est-à-dire que vous avez des enfants, par exemple, qui vous disent chez moi, à la maison, chez ma tante, je mange halal. Et à la cantine, je mange pas halal. Et puis vous avez des enfants Pourquoi ils ne mangent pas halal à la cantine? Parce qu'il n'y a pas d'offre halal dans certaines cantines. En fait, ça dépend des collectivités, des municipalités pour le primaire, et puis des collectivités territoriales pour le secondaire. Mais inversement, vous avez des enfants qui arrêtent de manger du porc parce que leurs amis ne mangent pas de porc, par exemple. Donc là encore, on voit en situation sur le terrain, en tout cas, c'est vraiment le collectif, le groupe qui prime de ce point de vue. Un dernier mot sur ce sujet de l'alimentation, Hervé Juvin? Je crois que le sujet de l'alimentation est essentiel aussi dans une partie de la crise qui vient. Je ne sais pas si on mangera toujours de la viande dans les années à venir. Je suis affolé par le traité de libre-échange avec les États-Unis parce qu'on va ne plus faire tenir aucune des normes sanitaires, aucune des normes de qualité qui tiennent notre alimentation en France. Je pense que c'est extrêmement dangereux. Je ne vais pas partir sur la viande aux antibiotiques, etc. Mais il se prépare des choses importantes et graves, je crois, pour la population française, pour la population européenne, notamment parce que c'est aussi une réduction de la diversité. Nous ne nous rendons pas assez compte à quel point en France, on a bénéficié de ce phénomène extraordinaire par rapport à d'autres points dans le monde, une nourriture de bonne qualité à prix bas pour toute la population. Ce qui fait qu'à la différence de beaucoup de pays dans le monde, il n'y a pas une alimentation pourrie pour les pauvres, une alimentation à peu près correcte pour la population, et puis les très riches n'ont que du bio, ils savent d'où ça vient, les fermes, les animaux, etc. On a échappé à ça en France. Je pense qu'une partie de la mobilisation de la Bretagne vient de là. Les magasins de hard discount. Je suis d'accord avec vous. Ça commence, mais c'est parti. Non, mais ça commence depuis 5 ou 6 ans. Vous allez dans les quartiers très pauvres, vous avez des supermarchés qui vendent un jambon ou qui vendent une viande qui n'a pas la même telle que celle que vous vendez avec. Et là, reconnaissez qu'il y avait un modèle français extraordinaire. On mangeait à peu près tous pareil, pour le même prix, c'était bien. Qui a lâché la rampe de ce principe-là? L'Union européenne. Non, ça n'en avait pas encore parlé. Et les frontières, Lampedusa, Passons à un autre sujet. La Cinémathèque française organise 2 rétrospectives en ce moment de 2 cinéastes, Jean Cocteau et Pier Paolo Pasolini, 2 cinéastes qui ont beaucoup travaillé sur les mythes grecs. Alors vous allez me dire, les mythes grecs, de toute façon, ils sont partout. Tout le monde en parle. Mais de quoi parle-t-on exactement quand on parle des mythes grecs? Est-ce qu'on parle de la même chose que les Grecs à l'époque? C'est la question qu'on va voir maintenant, mais d'abord un extrait d'Orphée, le mythe d'Orphée, mythe grec, vu par Jean Cocteau. Mais ma femme est là, morte sur son lit de mort. C'est une forme d'elle. Comme la princesse est une des formes de la mort. Tout cela est faux. Votre femme habite un autre monde, où je vous invite à me suivre. Je la suivrai aux enfers. On ne vous en demande pas tant. Heurtebise. Je veux rejoindre Eurydice. Vous n'avez pas à me supplier. Je vous l'offre. Regardez-moi dans les yeux. Désirez-vous rejoindre Eurydice ou la mort? Mais je vous pose une question précise, ne l'oubliez pas. Est-ce la mort que vous désirez rejoindre ou Eurydice? Les deux. Et si possible, tromper l'une avec l'autre. Dépêchons-nous. Alors Florence Dupont, vous êtes professeure à l'université Paris 7 Denis Diderot. Vous avez traduit l'intégralité du théâtre de Sénèque, une partie de Plaude, de Sophocle, d'Euripide. Vous êtes l'auteur d'Homère et d'Alas, dont il sera question dans quelques instants. Mais quand vous regardez cet extrait de l'Orphée de Jean Cocteau, est-ce que là, vous reconnaissez le mythe d'Orphée tel que les Grecs pouvaient en avoir entendu parler? Évidemment pas, mais c'est pas la question tellement. Bon, il a refait une histoire qu'il voulait, mais c'est surtout que, le mythe, c'est une invention récente, c'est-à-dire l'idée que toutes ces histoires, il y aurait du sens, de la profondeur, etc., de la transmission de la sagesse, ça c'est une idée qui ne remonte pas au-delà du XVIIIe siècle. Donc disons qu'il n'y a pas le même usage. C'était pas des exemples. Nous, en général, quand on cite un mythe grec, on en fait un exemple. C'est ni un exemple ni un contre-exemple.
Hein. Édipe, enfin on en parlera tout à l'heure, mais n'est pas utilisé pour dire regardez, c'est pas bien, il ne faut pas coucher avec sa mère. Ça, c'est nous qui l'avons inventé par la suite. C'est pas nécessaire de le préciser. Hein, je veux dire, ça va de soi. Et inversement, je veux dire, Édipe n'est pas une figure à la fois monstrueuse et admirable. Non. Soit Orphée ou Édipe, hein, Orphée c'est l'occasion de chanter, parce qu'Orphée c'est quand même le grand chanteur, hein, c'est pas une image, hein, c'est un chanteur. Donc on chante les chants d'Orphée, on peut chanter à propos d'Orphée, et puis on peut raconter des histoires à propos d'Orphée, mais de toute façon ça sera toujours des chants. Quand vous dites les mythes, c'est des inventions du XVIIIe ou du XIXe siècle. Oui. Néanmoins, du temps de l'Antiquité, on va en voir, il y avait des vases qui étaient faits à l'image d'Orphée, à l'image d'Apollon, de Zeus. Les dieux grecs, on leur élevait des temples. Les Grecs écrivaient sur du théâtre, sur Sophocle a écrit sur Oedipe, etc., etc. Ils existaient bien. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le mythe, l'idée que, enfin, si vous voulez, le terme d'un mythe, il est récent. Il a une tête grecque, mais en fait, c'est une fabrication récente. Hein. Les Grecs, quand ils prenaient le terme de mythos, ça veut dire une histoire. Et ils adoraient les histoires. Mais ils ne donnaient pas, je veux dire, c'était pas vraiment des textes sacrés ou des récits sacrés où il fallait chercher en profondeur le sens, pas du tout. C'était l'occasion, ça avait quelque chose de raconter des histoires, de chanter, de faire des vases, etc. Hein, mais c'était, bon, il n'y avait absolument aucune valeur ni philosophique ni religieuse. Quant au temple des dieux, les temples, c'est la maison des dieux. Hein. Athéna, je pense que c'est important de dire que les dieux vivent avec les hommes, en fait. Athéna, elle a sa maison à Athènes, hein, sur l'acropole. Et donc il y a une présence des dieux, il y a une présence des récits, il y a une présence des héros. Et c'est pas une religion au sens où nous on entend une religion aujourd'hui. Ça n'a rien de sacré, vous voulez dire? Alors, c'est sûrement pas une religion au sens qu'il n'y a pas de croyance, voilà. Mais du sacré, il y en a. Hein. Quand même. Je ne sais pas si c'est quand même. Mais par exemple, le sacrifice. Hein, bon, puisqu'on parlait de nourriture, les Grecs ne mangent que de la viande sacrifiée. C'est-à-dire de la viande qui a été d'abord... Enfin, un animal a été offert aux dieux, tué, et puis on laisse une partie aux dieux, et on prend une autre partie et qu'on mange entre hommes. Et puis, mais donc, en fait, J'étais sûr que tu poserais la question. Non, entre hommes... Oui, enfin, plus ou moins, je veux dire. Ouais. Bon. Oui, si. Pour la viande, les femmes sont là. Ouais, ah bon, ouais. Elles sont pas là pourquoi? Je vous rassure. Non, parce que je pensais à d'autres banquets, mais bon, ça ne... Hein, où c'est Dionysos, le vin, et là, les femmes, non, plutôt pas. mais vous pouvez terminer par ailleurs sur le... Non, je vous ai interrompu, c'est pour ça. Non, vous avez fini, d'accord. Alors, arrivons à Homère. Pourquoi Homère, vous dites Homère, c'est Dallas pour les Grecs. Alors pour nous, Homère, Homère, c'est le début de la littérature. Pour nous, Homère, c'est des livres somptueux, l'Iliade et l'Odyssée, comme le théâtre grec d'ailleurs. Le théâtre grec, le théâtre de Sophocle, on trouve ça parfait. Non, mais ça, c'est les livres, c'est récent. Hein, je veux dire, en faire des livres, des lectures, etc., c'est récent. Hein, quand vous prenez Homère, on ne sait pas trop de quand ça date. Mais pourquoi je dis que c'est comme Dallas? C'est-à-dire qu'en fait, si vous prenez l'Odyssée, ce n'est pas un récit, c'est une série. Alors, mais oui. L'Odyssée, c'est l'histoire d'Ulysse. Il n'y a pas l'histoire d'Ulysse. Hein, c'est un chant du retour. Hein, et je ne sais pas si vous avez... Personne ne va jusqu'à la fin. Hein, mais bon... Mais non, parce qu'il n'y a pas de fin. Alors, il revient à la fin. Non, il ne revient pas, il repart. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est l'homme qui... Et s'il il passe son temps à revenir. Et s'il cesse de revenir, il n'est plus Ulysse. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un récit. C'est-à-dire que nous, un récit, il y a un début, il y a une fin, et puis on attend passionnément la fin. Mais là, tout le monde sait qu'il va rentrer. Donc ça n'intéresse absolument personne de savoir s'il va rentrer. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe entre les deux. Et puis une fois qu'il est rentré, ça n'a plus aucun intérêt, donc on recommence et il repart. C'est un peu... Là, je comprends, c'est au sens de Dallas. Alors je dis pour tous ceux qui n'étaient pas en France dans les années, c'était quoi, les années 80 et je dis pas en France, carrément